Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous recevons Pauline Guéné, cofondatrice d'Induo, une startup que Carotte Capital accompagne depuis 2019 et qui révolutionne le secteur textile pour le rendre plus pratique, plus responsable, notamment avec un nouveau système de recyclage textile. Bonjour Pauline. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Oui, alors moi, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon. Ensuite, j'ai commencé en conseil dans une boîte qui s'appelait Capgemini Consulting. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé Sébastien François et qu'on a lancé Induo. D'accord. Avant d'entrer dans les détails de la technologie, est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet et de la startup Induo ? Oui, à l'origine, ce qu'on voulait, c'était créer des vêtements plus pratiques et puis plus écologiques. Et donc, notre idée de base, c'était d'avoir des vêtements qu'on ait beaucoup moins besoin de laver, qu'il n'y ait pas d'auréoles, pas de taches, qu'on n'ait pas besoin de repasser. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Alors, au tout début, on voulait créer une marque de mode. On pensait qu'on réussirait à sourcer des tissus avec des propriétés particulières. Et progressivement, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile, qu'il y avait très peu de tissus innovants sur le marché. Et on a commencé à embaucher des ingénieurs textiles et à faire de la recherche par nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier produit, qu'on a déposé un brevet et qu'on l'a lancé sur le marché. Donc entre le début de la boîte, début 2014, et le lancement de ce premier produit sur le marché en 2016, il y a eu quasiment 2 ans et demi. Et puis depuis, le succès est au rendez-vous à l'international dans 25 pays, donc c'est plutôt agréable. C'est quoi la particularité du textile que vous avez produit ? Alors, on fait du tissu qui sert essentiellement pour de la chemise. On peut aussi en faire des robes, des choses comme ça, mais c'est beaucoup du poids chemise en coton qui résiste aux taches et à la transpiration. Donc, ça va évacuer la transpiration, ça va pas laisser d'auréoles ou de mauvaise odeur. Et puis, si par exemple, je renverse un café sur ma chemise en coton, ça va glisser sans laisser aucune tache, sans être mouillé. Et accessoirement, cet été, on lance un nouveau produit qui, en plus, n'a pas besoin d'être repassé. Ok. La nouvelle technologie que vous avez lancée s'appelle Green Cause, qui est du coup dans le recyclage de vêtements textiles déjà usagés. Est-ce que tu peux contextualiser l'impact écologique de cette industrie ? Alors aujourd'hui, l'industrie de la mode est connue. Alors après, il n'y a pas de chiffres exacts, mais en tout cas, le consensus auprès des journalistes, c'est que ce serait la 2e industrie la plus polluante au monde. Donc clairement, si on veut faire un effort, il faut faire un effort sur l'industrie de la mode d'un point de vue écologique. Et aujourd'hui, c'est moins de 1% des vêtements usagés, des textiles usagés, qui sont recyclés. Donc ça veut dire que 99% des textiles usagés, des vêtements que vous portez, vont finir généralement enfouis ou brûlés. Écologiquement, c'est vraiment très problématique. Donc nous, on a choisi de s'attaquer à ce gisement-là de textiles pour essayer de les recycler. Pour être un petit peu plus précis, les 1% avancés par Pauline est la part des vêtements usagés qui est recyclée pour créer une nouvelle fibre. Dans les 99% restants, il y a aussi la partie qui est utilisée comme isolant dans le BTP et une partie qui est utilisée pour faire des chiffons. Malheureusement, cette deuxième catégorie n'est pas toujours recyclée par la suite. D'accord. Et donc aujourd'hui, quand on voit des marques, des grandes marques, notamment de la fast fashion, H&M ou autres, qui proposent des vêtements recyclés, qu'est-ce qui se cache en fait derrière ? Est-ce que c'est du textile qui est recyclé ou vraiment des anciens vêtements ? Alors en fait aujourd'hui, quand on va produire un nouveau vêtement, on va couper ce qu'on appelle un patron. Donc on va couper les manches, le col, le buste. Et en fait, entre les morceaux de patron, il va y avoir des petits morceaux de tissu non utilisés qui vont rester. C'est à peu près 10% du tissu qui va donc être jeté, entre guillemets, et ne pas servir à la production de vêtements. Donc ça, aujourd'hui, quand vous voyez chez H&M un t-shirt en coton recyclé, très souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont récupéré ces chutes de production, ils les ont, ce qu'on appelle effilochées, donc en fait, ils ont gratté pour en refaire des petites fibres, et ils ont remélangé à du coton neuf, puisque ces fibres sont un peu dégradées, et là, ils en ont refait de la matière. Donc en fait, quand on voit aujourd'hui coton recyclé, très souvent, c'est des chutes de production mélangées à de la matière vierge et qui est remis sur le marché. C'est bien de ne plus jeter ces chutes de production, mais du coup, ça ne répond pas forcément à cet enjeu de recycler des vêtements déjà usagés. Et alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne recycle pas les vêtements déjà usagés ? Exactement.
Pourquoi ? Parce que c'est très difficile. Déjà, les méthodes de recyclage, souvent, elles se concentrent sur un type de composition. Donc, vous avez des méthodes de recyclage pour le coton, des méthodes de recyclage pour le polyester, par exemple, des méthodes de recyclage pour la viscose. Mais aujourd'hui, les textiles, vous le voyez quand vous achetez des vêtements, surtout pour les vêtements féminins d'ailleurs, c'est souvent multicomposition. On va avoir un textile qui est 40% polyester, 30% viscose et 30% coton, par exemple. Donc on peut pas juste mettre ça dans le bac de recyclage du coton, entre guillemets. Et puis même quand on a des textiles qui sont d'une seule composition, par exemple votre chemise en coton, 100% coton, messieurs, quand ils arrivent dans des bacs de collecte comme le Relais par exemple, eh ben on ne sait pas la composition. Et donc parfois vous avez coupé l'étiquette ou pas, mais parce que de toute façon ça coûterait trop cher de payer des gens à regarder étiquette par étiquette. Donc en fait on se retrouve avec ce qu'on appelle des gisements de textiles, donc des bacs de textiles où il y a plein de compositions différentes, et c'est pour ça qu'on ne sait pas recycler tout ça. Alors si avec la composition ce serait déjà compliqué, mais il y a aussi 2 autres problèmes que sont les points durs. Les points durs, ça va être les fermetures éclairs, les boutons, les broderies, donc tout ce qui va être différent du textile en tant que tel. Et puis enfin, le fait que c'est plusieurs couleurs. Donc, en France, aujourd'hui, on a 3 types de recyclage, je pourrais y revenir, mécanique, chimique et thermique. Et puis, par exemple, quand on fait du recyclage mécanique, comme c'est effiloché, faudrait effilocher du bleu avec du bleu si on veut obtenir du bleu. Si on mélange toutes les couleurs, ça va faire une espèce de marron noir dégueulasse et ce sera compliqué à recycler. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recycler des gisements existants. Et c'est pour ça que ça bloque un peu. Donc il faut des nouvelles technologies pour réussir à aller recycler ces gisements-là. Et donc c'est là où arrive Green Cause, un nouveau système de recyclage de vêtements usagés. Comment vous faites pour bypasser tous ces problèmes-là ? Alors, on en bypass en tout cas une bonne partie pour plusieurs raisons. Donc on va collecter des gisements à majorité polyester et coton et même singulièrement à majorité cellulosique. Donc tout ce qui est cellulosique, ça va être le coton, le lin, la viscose, tout ce qui est en fait issu de matière végétale. Parce que comme vous le savez, le bois qui sert à faire le papier, c'est essentiellement composé de cellulose. Le coton qui pousse dans les champs, le lin qui pousse dans les champs, ou la viscose qui est faite à partir de cellulose déjà de base, tout ça, c'est des matières cellulosiques. Donc nous, on va s'attaquer vraiment à ça. Donc on va essayer de récupérer des gisements qui sont majoritairement composés de ça. Donc par exemple, on va plutôt prendre une pile de jeans qu'une pile de pull, voilà, qui va être plutôt en laine. Et une fois qu'on prend ça, là, on va réussir à tout broyer et à récupérer chimiquement les différents composants qui nous intéressent. Et ce qui est intéressant dans notre méthode, c'est que même s'il y a 10, 20, jusqu'à 30% de déchets autres, de laine, de soie, de choses qui peuvent ne pas nous intéresser, c'est pas grave, notre processus, il marche quand même. Et donc, on va décolorer, récupérer chimiquement notre cellulose, notre polyester, et on va prendre des filaments de polyester, et on va coller de la cellulose autour. Donc là, ça devient un peu technique, je sais. Mais en gros, à la fin, vous obtenez une fibre qui est ce qu'on appelle une fibre bicomposante, avec un cœur polyester et une âme ou peau cellulose, et qui va avoir toutes les propriétés à la fois du polyester et du coton. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui est résistant comme du polyester, qui va avoir tendance à être non froissant comme du polyester, et en même temps, qui a l'aspect, le toucher du coton, qui peut être traité et teint comme du coton. Et donc avec ça, on contourne les points durs parce qu'on va broyer, et s'il y a des impuretés, c'est pas trop grave dans notre technique. On contourne le problème de la multicomposition parce qu'on va choisir certes des vêtements majoritairement cellulosiques, mais en fait, après le détail de la composition, s'il y a d'autres trucs dedans, c'est pas grave. Et on contourne en partie cette question de couleur parce qu'on va décolorer chimiquement les textiles. Donc en fait, on contourne en partie ces 3 problèmes qui font aujourd'hui obstacle au recyclage de vêtements usagés. D'accord. Et donc, quelle va être la différence entre votre fibre et une fibre classique ? Donc notre fibre, du coup, elle va être déjà 100% recyclée versus une fibre classique qui n'est pas recyclée. Et puis, elle va être aussi 100% recyclable. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se met vraiment dans un cercle vertueux.
Ensuite, l'autre point, c'est que elle va permettre d'obtenir des vêtements qui ont un impact écologique réduit. Alors sur nos premières estimations, donc calculer un impact écologique, ça se fait vraiment avec des hypothèses très précises, donc il faut le faire type de vêtement par type de vêtement. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur une chemise par exemple, si on compare une chemise en fibre Greencause par rapport à une chemise en coton classique, on va avoir un gain écologique de 43%. Donc si je résume, finalement on se débarrasse de déchets avec un impact écologique moindre, et puis accessoirement, en termes d'impact sur l'économie locale, le coton, ça pousse pas en France. En revanche, les déchets, on en a plein. Donc ça peut permettre de ramener de la production de fibres localement en France et d'aller sur des vrais circuits courts où en fait on se retrouverait avec des vêtements en fibre Greencause qui ont été, les fibres ont été produites en France, les fils ont été filés en France, les tissus ont été tissés en France, la confection a été faite en France et au final le consommateur quand il rachète c'est un circuit court en boucle fermée local sur lequel il est sûr d'avoir un impact écologique réduit. D'accord. Et donc vous au niveau de votre business model, vous allez vendre directement de la nouvelle fibre ? Ouais, l'idée, c'est de vendre les fibres. Donc, en fait, ça marche comment le secteur du textile ? Vous avez des gens qui produisent des fibres. Donc, par exemple, quand c'est des fibres naturelles, coton ou lin, ce sont des agriculteurs. Quand ce sont des fibres synthétiques, comme le polyester, ou artificielles, comme la viscose, là, ça va être des usines. Donc, ces gens qui produisent des fibres vont aller vendre les fibres à des filateurs, qui donc vont prendre ces fibres pour en faire des fils. Et ces gens qui font des fils vont vendre à des tisseurs ou des tricoteurs, qui là vont faire ce qu'on appelle du tissu ou de la maille. La maille, c'est votre polo, votre pull. Le tissu, c'est votre jean, votre chemise. Et une fois que le tissu, la matière est faite, à ce moment-là, c'est vendu à des confectionneurs qui transforment le tissu en vêtements finis, qui vont couper et coudre, et ça se retrouve dans les boutiques des marques. Donc nous, l'idée, c'est de nous positionner tout en amont sur de la production de fibres et d'aller vendre ça à des filateurs. Très clair. Avec votre technologie, vous pourriez toucher quel gisement, on va dire, de déchets textiles ? Alors nous, on estime que par rapport aux catégories entre guillemets de tri qui existent actuellement, on serait capable d'adresser à peu près la moitié des types de gisements. Donc c'est énorme puisque on passerait de aujourd'hui 1% des vêtements usagés qui sont recyclés et nous, on rend adressable 50% des textiles usagés. Donc ça pourrait permettre un énorme progrès en termes de recyclage. 1%, c'est la part des vêtements usagés qui est utilisée directement pour recréer des nouveaux vêtements du coup. Tout à fait. Après, je tiens à préciser que on n'est pas la seule solution de recyclage à bosser sur le marché et à être en développement. C'est-à-dire que c'est 1%. Déjà, demain, on espère les augmenter avec peut-être d'autres méthodes de recyclage. Mais nous, on vient vraiment en complément en fait, des autres méthodes de recyclage. De toute façon, il y a des millions de tonnes de vêtements à recycler. Donc, il y aura de la place pour beaucoup d'entreprises. Et nous, a fortiori, on est capable d'aller traiter des gisements que ces autres entreprises qui vont traiter que du coton pur, comme je le disais, ou que du polyester pur, eux ne seront pas capables de recycler. Donc, si je vous donne un exemple, dans les blouses d'hôpital, il y a des gens qui vont recycler le coton, qui vont être capables d'aller prendre des blouses d'hôpital parce qu'on sait déjà qu'elles sont toutes blanches et toutes en 100% coton. Par contre, ils vont pas être capables d'aller prendre les déchets chez Le Relais comme nous. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on vient vraiment en complément d'autres solutions de recyclage. Et pour nous, il n'y a pas de concurrence vu qu'on cible des déchets qui n'intéressent pas les autres. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est l'ambition que vous portez avec le projet Greencause ? Alors aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller déjà ouvrir une première usine à terme. Donc on est encore dans une phase laboratoire. Il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle un démonstrateur industriel qui sera déjà capable de traiter plusieurs tonnes de déchets. Et derrière, de construire une usine qui, là, sera capable de traiter des milliers de tonnes de déchets. On estime que la plus petite taille d'usine qui aurait du sens économiquement, ce serait 50 000 tonnes. Donc ça commence déjà à faire beaucoup de déchets, 50 000 tonnes. Et notre rêve ultime, ce serait d'avoir des usines avec des capacités encore bien supérieures sur tous les continents du monde. Ça, ce serait une énorme réussite. D'accord. Et c'est quoi la prochaine étape de développement très concrète ? Alors très concrètement, donc là en fait, on a le procédé qui fonctionne en laboratoire. On a déjà déposé 2 brevets sur ce procédé et on est progressivement en train de monter en échelle de production. Donc on a commencé à faire quelques grammes, puis quelques dizaines de grammes, quelques centaines de grammes. Et là on est en train de passer au kilo.
Et donc, ce qu'on va chercher à faire là maintenant, c'est d'aller lever des fonds pour 2023 afin de là passer sur une échelle encore bien supérieure, être capable d'aller à la tonne et derrière pouvoir ensuite faire l'usine. Donc la prochaine étape, c'est le démonstrateur industriel. Très clair. Pour revenir sur ton parcours, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui voudraient entreprendre, qui choisissent de commencer leur carrière en consulting, notamment pour gagner en expérience avant. Toi, tu as eu justement cette première phase en consulting. Aujourd'hui entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi ? Alors, le conseil, ça m'a énormément servi. C'est une excellente école et je ne regrette pas du tout d'en avoir fait. Après, que les gens qui n'ont pas envie de passer en conseil se rassurent, on peut réussir ça en entreprise sans forcément avoir fait du conseil avant. Mais pour mon expérience personnelle, le conseil, ça a été extraordinaire parce que j'ai eu l'occasion, en 4 ans de conseil, de voir énormément d'entreprises avec des problématiques très différentes, des modes de fonctionnement très différents. Et puis, c'est une école de la rigueur, le conseil. Hein. C'est très exigeant, donc on travaille beaucoup, mais on apprend aussi énormément. Après, voilà, j'ai décidé, j'avais annoncé à mes parents quand j'avais 12 ans que j'allais devenir entrepreneur, ce qui les faisait bien rire à l'époque. Et j'avais très rapidement identifié le M Lyon en disant j'irai dans cette école-là parce qu'elle est spécialisée en entrepreneuriat. Donc, personne ne me croyait et j'ai fait exactement ça. Et à l'époque où je faisais le M Lyon, il y avait une première année post-prépa, donc 3e année, bac plus 3, où pendant 1 an, on faisait un projet d'entrepreneuriat fictif. Et moi, ça a été vraiment... s'il me fallait une révélation supplémentaire, c'était ça qui m'a servi. Et j'ai trouvé que j'avais eu vraiment les bons outils déjà en école pour me lancer. Et après, voilà, le conseil est venu remettre une couche d'expérience et de rigueur. Mais je pense qu'il faut se faire confiance. De toute façon, être entrepreneur, c'est par définition avancer sans avoir de manuel en terre inconnue sur des choses que personne n'a fait avant. Donc, il faut surtout beaucoup de courage et d'adaptabilité et se faire confiance. D'accord. Quand vous avez fondé l'entreprise avec Sébastien, comment vous avez su en fait que c'était le bon duo ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Il y a clairement des bonnes pratiques et je l'ai vu après que ce qu'on avait fait au début avait été très important. Au tout début, en fait, quand on a commencé à parler de s'associer, on a fait je me rappellerai, je pense, toute ma vie, on a fait un brunch où on a commencé d'un point de vue purement personnel à dire pourquoi est-ce qu'on voulait créer une entreprise, qu'est-ce que ça représentait pour nous, qu'est-ce qu'on cherchait à aller prendre dans cette expérience. Et après, du coup, on a vraiment discuté de toutes les conditions de collaboration, du type on est 2, si on n'est pas d'accord, on fait comment ? Si demain, il y a quelqu'un qui veut racheter l'entreprise et qu'il y a un des deux qui n'est pas d'accord, quel mécanisme on met en place ? À l'inverse, s'il y a quelqu'un qui arrive qui veut racheter les parts de un des 2 associés mais pas de l'autre, est-ce que c'est OK ou pas ? Et en fait, on a vraiment tout mis à plat, à la fois sur un côté purement affectif, ambition personnelle et ainsi de suite, et à la fois sur un côté très pratico-pratique de voici tous les cas de discorde qui peuvent survenir et comment on gère chacun de ces cas. Parce que même si je trouve que j'ai un associé formidable et ça se passe bien entre nous, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord, il y a eu des moments de tension. Et en fait, on en revenait beaucoup à cette discussion initiale. Par exemple, je me souviens que j'avais dit pendant la première discussion qu'un de mes objectifs, c'était d'apprendre énormément. Et donc, avec mon associé qui me disait, en même temps, tu me disais que ton objectif, c'était d'apprendre. Donc là, certes, je t'ai pas trop aidé sur ça ou ça, mais c'est parce que je pensais que ça te faisait du bien aussi de, entre guillemets, de galérer là-dessus. Et d'un coup, quand la personne vous dit ça en face, alors que vous étiez peut-être énervé parce que vous étiez en train de vous noyer dans le travail et que vous n'y arriviez pas, vous dites, ouais, en fait, il a raison, je comprends qu'il ait pensé comme ça. Donc après, on actualise, on en parle, mais ça permet de désamorcer des situations qui sinon auraient été frustrantes. Et donc, il y a un truc qu'on n'a pas fait pendant un temps et qui a créé beaucoup de tensions, c'est qu'on bossait tellement qu'on prenait aucun temps pour être des humains, pas juste des associés. Et à un moment donné, on a vu que les tensions qui pouvaient arriver sur des petits sujets devenaient contre-productifs par rapport à la vie de l'entreprise. Et on s'est mis à faire des dîners à peu près mensuels ou bimensuels, où on dînait et on parlait de nos situations perso. Parce qu'on s'était rendu compte quelques mois auparavant qu'on était tous les deux sous l'eau, on allait tous les deux pas bien,
Et en fait, comme on est des gens assez pros, on serrait les dents et on disait rien, on partageait pas ce qui se passait d'un point de vue personnel. Mais du coup, ça amenait des choses où on comprenait pas l'autre, quoi. On disait, mais attends, là, ça c'était facile, pourquoi tu l'as pas fait? Et bah oui, mais parce que moi j'ai ça d'un point de vue perso qui me sont tombés dessus à ce moment-là, quoi. Donc voilà, je pense que c'est hyper important d'être très clair, très explicite dans sa communication et de réactualiser ça régulièrement sur des points qui sont pas juste des points business. C'est hyper intéressant. C'est vrai que souvent, quand plusieurs personnes qui prévoient de s'associer commencent à travailler ensemble, ils vont très vite sur le projet, ils vont chacun donner leurs idées pour essayer d'avancer le plus vite possible. Et c'est vrai que le recul, de dire mais en fait non, il faut d'abord voir si on arrive à bien bosser ensemble, jusqu'où on peut aller. Ouais. Quels sont tes objectifs à toi dans la vie? Est-ce que ça va avec les objectifs que j'ai et l'entreprise qu'on veut monter? C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez peu, qui sont assez importants. Ouais, parce qu'au final, quand vous faites les bonnes semaines, 70 heures par semaine, les mauvaises semaines jusqu'à 90 heures de travail, en fait, ça va forcément prendre énormément sur votre vie perso, votre vie sociale, votre vie sentimentale. Et donc, tous ces sacrifices perso que vous allez faire, à un moment donné, il ne faut pas qu'on se retourne et qu'on se dise de toute façon, moi j'arrête d'être entrepreneur parce que je tiens plus, je veux plus, ça correspond plus à mon modèle de vie. Et là, l'autre, il se retrouve le bec dans l'eau. Donc, c'est hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de se dire, et moi la première, comme je vous disais, à un moment donné, on avait complètement oublié de se parler de nos vies perso parce que voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont très pros et qui se disent, il y a le pro et il y a le perso et c'est deux trucs complètement séparés. Et moi, ça avait toujours été ma philosophie. Sauf qu'à un moment donné, le pro mange tellement sur le perso que vous ne pouvez pas complètement séparer les deux. Vous êtes aussi obligé d'informer. Je vais vous donner une petite anecdote un peu rigolote, mais quand mon associé réfléchissait à faire son premier enfant, c'est quelque chose dont il a dû m'informer parce que ça allait forcément avoir des impacts sur la suite de l'entreprise et sur le fait qu'il allait devoir prendre quelques jours à un moment donné où on était potentiellement en pleine levée de fonds. Quand c'est un associé, en fait, finalement, c'est nécessaire. Et alors, initialement, vous travailliez sur le textile technique. Comment est venue la réflexion d'aller sur du recyclage de vêtements ? Alors, finalement, pour nous, le recyclage, là, c'est aussi du textile technique, puisqu'au final, comme je vous disais, même si c'est du recyclage, on se retrouve avec une fibre qui est plus performante qu'une fibre classique, puisqu'elle a les avantages de la fibre synthétique, non froissant, résistant, et les avantages de la fibre naturelle, doux, confortable, et puis hydrophile, donc qui peut être teint et traité. Donc, pour nous, en fait, c'était toujours cette réflexion de se dire on veut faire des vêtements plus performants et plus écologiques. C'est vraiment dans la même veine de se dire comment on fait le step d'après. On avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ces questions écologiques qui nous disaient est-ce que vous avez une solution pour reprendre le tissu qu'on vous achète, les chemises qu'on vous achète pour gérer la fin de vie, parce que vous gérez la production, vous nous faites quelque chose qui en termes d'usage est plus écologique que ce qu'il y a par ailleurs sur le marché. Et la fin de vie, ça se passe comment, quoi. Donc c'est un peu à ce moment-là qu'on s'est tourné vers cette question-là et qu'on a essayé de chercher des solutions. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir entrepreneurial ? Il y en a énormément, mais je pense qu'il y en a un qui m'a plus marqué que les autres. Un soir, j'étais au bureau et à l'époque, on était dans un coworking dans une rue qui craint un petit peu. Et le téléphone sonne à 21h passées. Donc forcément, à cette heure-là, il n'y avait plus que moi au bureau. Donc je décroche et il y a quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous êtes l'entreprise Induo ?» Je dis « Oui ». « Est-ce que vous êtes anciennement Le Lab ?» Je dis « Oui », parce on avait créé une marque de chemise au tout début qui s'appelait Le Lab. « Et est-ce que vous êtes Pauline Guéné ?» Je dis « Oui ». Et là, je commence vraiment à flipper parce que je me dis en fait, si ça se trouve, cette personne a vu l'adresse sur Internet et elle est là, elle est de l'autre côté de la vitre, toute sombre, parce qu'il était 21h et moi, je voyais pas dehors. Les gens voyaient dedans parce que j'avais les lumières allumées, mais moi, je ne voyais pas dehors. Et donc, je me dis, oh là là, si ça se trouve, je vais me faire braquer, violer, tuer. Et là, pas du tout. Le monsieur me dit, en fait, j'appelle juste pour vous dire merci parce que vous avez changé ma vie. Et donc, ce monsieur m'explique qu'il est prof de sport, qu'il a un problème de transpiration un peu plus importante que la moyenne et que il n'arrivait plus du tout à mettre des choses un peu classe. L'exemple que lui a pris, c'était des chemises pour aller déjeuner en terrasse le week-end avec sa femme. Et il était extrêmement complexé par sa transpiration. Et donc, quand on a commencé à vendre des chemises sous la marque Le Lab,
Et ben il en a acheté plein. Et quand on a arrêté pour lancer la marque de tissu Induo, au début, il s'est dit ah bah mince, il y avait enfin une bonne innovation française et ça disparaît. Et quand il a compris qu'en fait on existait toujours, qu'on avait juste changé un tout petit peu de business model en passant de la vente de chemises à la vente de tissus, en fait, pour faire cette recherche entre le lab et Induo, il avait dû chercher des articles de presse où il voyait apparaître Pauline Guéné, et donc ensuite il avait retapé ça sur internet pour retrouver Induo. Et donc il m'a dit je vous appelle juste pour vous dire merci Pauline parce que vous avez changé ma vie. Et là je me suis dit mais ce type est formidable quoi. Et en fait c'est pour ça que je travaillais jusqu'à 21h, parce qu'il y a des gens pour qui c'était vraiment important ce qu'on faisait. Voilà, ça c'était mon plus beau souvenir. Merci en tout cas pour ce partage. Est-ce que pour finir tu aurais une citation à nous partager ? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je pense que c'est vraiment ce qui nous caractérise, parce que y a beaucoup de gens, quand on a commencé dans le textile, qui nous ont dit mais ce que vous voulez faire là, c'est complètement impossible. Et en fait, mon associé étant le génie qu'il est techniquement parlant, disait mais je comprends pas pourquoi c'est impossible en fait. Donc on va essayer, et la preuve c'est qu'il a réussi. Donc franchement, des fois, je pense que pour être un bon entrepreneur, bien sûr qu'il faut des experts dans le domaine, et on n'aurait jamais réussi à développer ce qu'on a développé sans ingénieur textile, mais il faut aussi une petite dose de naïveté et avoir un bon esprit scientifique pour parfois re-questionner des choses qui finalement sont tombées comme des acquis dans l'imaginaire commun, mais qui, avec les technologies modernes, peuvent être questionnées. Donc voilà, n'hésitez pas à re-questionner des connaissances préétablies. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase de ce qui existe, mais un peu de questionnement sain, ça peut vraiment permettre des avancées technologiques importantes. Merci beaucoup Pauline, c'est un plaisir de te recevoir dans The Gardener. Merci. Si vous êtes intéressé par la solution proposée par Induo, vous pouvez les retrouver sur leur site internet induo.fr et retrouver Pauline Guéné directement sur LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besdeberg. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn, et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact@carotte.capital. À bientôt!